Alors bonjour tout le monde. La dernière fois, on s'est arrêté sur le calcul pratique d'incertitude pour les appareils analogiques, ou bien on les appelait des appareils à déviation, c'est ça? Et aussi, on a parlé de l'incertitude et sa différence de l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit concernant l'erreur? Est-ce qu'on peut estimer l'erreur réellement? L'erreur, c'est quoi? C'est la valeur entre la valeur mesurée et la valeur exacte, c'est ça? Mais réellement, il n'y a pas de valeur exacte. Ainsi, l'erreur, pratiquement, on ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas la trouver. C'est pour cette raison qu'on se base sur quoi pour évaluer peut-être un instrument ou bien une mesure. On se base sur l'incertitude. L'incertitude, on va l'appeler, c'est un facteur de, ou bien c'est un coefficient de confiance. Il ne contient pas l'erreur, mais il vous donne une estimation sur l'emplacement de la valeur exacte dans un intervalle. Et bien sûr, pour donner une incertitude, il faut que cet appareil ou bien tout ce que vous êtes en train de mesurer soit étalonné, soit calibré, il doit passer par plusieurs processus jusqu'au quoi? On l'appelle jusqu'à la mesure de référence. Par exemple, on a fait l'exemple de kilogramme pour dire que peut-être cette balance ne mesure la masse exactement. Il faut qu'elle soit liée via plusieurs processus de comparaison jusqu'au kilogramme qui se trouve en France. C'est clair? Ainsi, tu ne peux pas me donner un instrument comme ça et me dire, il donne cette incertitude. Je dois vérifier est-ce qu'il est raccordé. C'est pour cette raison on parle du raccordement. Et le raccordement, c'est un laboratoire qui fait les essais. Et cet laboratoire a déjà fait des essais avec un autre laboratoire, on les appelle des comparaisons interlaboratoires, d'accord, jusqu'au la référence exacte. On est d'accord ici? Bien. Ainsi, il y a plusieurs façons pour déterminer cette incertitude. Et pour la mesurer, il y a les mesures directes et il y a les mesures indirectes. Là, on est sur la détermination des mesures directes. Indirectement, on a fait ça en utilisant la loi de propagation d'incertitude. D'accord? Ainsi, si vous avez une chose en fonction des autres facteurs comme addition, multiplication, division, on a vu que si vous avez l'incertitude, peut-être vous voulez mesurer l'incertitude d'une résistance qui est en fonction de plusieurs résistances, plus R2 plus R3. C'est quoi le delta R? C'est la somme des deltas, n'est-ce pas? C'est la somme des delta RI. Et si vous avez peut-être la puissance c'est U fois I, dans ce cas, il faut faire la somme des incertitudes relatives. Et si vous avez un mélange, ben, il faut diviser les deux, sans passer par euh, la dérivée partielle dans chaque variable. C'est clair? Alors, pour mesurer maintenant l'incertitude des appareils analogiques, déjà, il faut connaître comment lire la valeur. C'est le X. Si vous vous rappelez bien, on a dit c'est quoi le X? C'est le calibre de l'appareil fois la lecture, ça veut dire l'aiguille s'est positionnée sur quelle valeur, divisé sur l'échelle. Montrez d'où vient cette équation. C'est à vous qui l'a fait déjà. Le calibre fois la lecture divisé par l'échelle. Et maintenant, on va voir comment faire l'estimation de l'incertitude sur ces appareils à déviation. Mais avant, on doit parler de plusieurs choses, avant d'entrer dans les détails, qui ont une relation avec la qualité métrologique des appareils de mesure. Ben, la première chose qu'on doit détailler, bien sûr, je vais passer de manière un peu plus brève à tout cela. Il y a l'étendue de mesure, il y a la résolution de la mesure, sensibilité, exactitude, justesse et fidélité. Certainement, vous connaissez la différence entre exactitude, justesse et fidélité. Alors, qui peut me faire un petit rappel, s'il vous plaît? C'est quoi l'exactitude d'un appareil de mesure? Pour dire que un appareil de mesure, il est exact. Voilà.
l'exactitude est égale à la fidélité plus la justesse. Et c'est quoi la fidélité? Voilà, s'il est capable de répéter les mêmes valeurs et tout ce qu'il vous donne sont des valeurs très rapprochées l'une de l'autre. C'est clair? Et bien sûr, c'est quoi la justesse? Voilà, ça veut dire elle est dans la valeur annoncée par le constructeur ou bien dans la valeur réelle. Et les deux nous donnent bien sûr l'exactitude. Très bien. Alors, ces termes et ces termes, c'est OK. C'est quoi l'étendue de mesure, s'il vous plaît? C'est normal. L'étendue, c'est la valeur max et min qui peut mesurer. Si on parle de la sensibilité, alors parce qu'un appareil de mesure, c'est un capteur en fin de compte, n'est-ce pas? Et si on donne par exemple un voltmètre, qu'est-ce qu'il transforme? Il transforme bien sûr une tension en un affichage. Ce que vous avez, c'est une lecture. Et ce qui mesure, c'est une tension. Ben, cette lecture divisée par la tension, ou bien la dérivée de la lecture sur la dérivée de la tension, ça vous donne la sensibilité. Toujours la sensibilité, c'est quoi? Si vous avez un système, un capteur comme quoi que ce soit, et là c'est la sortie, et là c'est son entrée. Oui, mais mathématiquement, c'est quoi? C'est le ds sur le d. C'est pour cette raison que la sensibilité, vous allez le voir en quoi? À l'unité de sortie divisée par l'unité de l'entrée. Toujours. Si c'est un capteur de température, qu'est-ce qui fait sortir? Une tension peut être un thermocouple, si je prends un thermocouple. Et l'entrée, c'est quoi? C'est en Kelvin, c'est ça? Ce qui fait la sensibilité sera combien? Volt par Kelvin. C'est la dérivée de la sortie sur la dérivée de l'entrée. Et c'est ça la sensibilité. Si elle est grande, elle est plus sensible. Si elle est moins grande, elle est moins sensible. Voilà. La résolution, c'est quoi d'un appareil? Ben, la résolution, on va le voir dans les appareils numériques, non pas ici. C'est quoi la résolution, s'il vous plaît? C'est la plus petite valeur qui peut afficher. Mais généralement, c'est lié aux appareils numériques. Parce qu'il y a la quantification, il y a beaucoup de choses entre les deux. Très bien. Alors ça, ce sont juste les explications qu'on a vues. Maintenant, essayons de voir un cas pratique du cas des appareils analogiques. Alors juste l'image qui montre la fidélité, la justesse et l'exactitude. Certainement, vous l'avez déjà vu. D'accord? Fidélité, pas forcément que les valeurs sont exactes, sont dans l'intervalle correct, c'est clair, mais les valeurs sont rapprochées, sont fidèles à eux-mêmes. Justesse, ça veut dire, peu importe est-ce que les valeurs sont concentrées ou bien dispersées, l'essentiel c'est qu'ils doivent être dans une plage correcte. L'exactitude, c'est tu prends la fidélité c'est que les valeurs sont concentrées dans un endroit qui est correct et ça vous donne la justesse. Alors là, plus ça, ça vous donne cette valeur. Bien. Alors maintenant, pour détecter l'incertitude des appareils à déviation, on a déjà vu la lecture. C'est le calibre fois la lecture divisé par l'échelle. Mais bien sûr, en tant que métrologue, le X, tu ne vas pas le donner comme ça, mais on doit le donner avec une valeur, plus ou moins un delta X. Le delta X pour les appareils à déviation, il se compose en trois types. Il y a l'incertitude de classe. Si vous vous rappelez la classe de l'appareil, elle se trouve où? Cette classe, on va la lire à partir de quoi? De l'appareil, parce que si vous vous rappelez, il y a les classes de précision. Ils ont été donnés 0,5, 0,3, 0,2 en pourcentage. C'est ça? Et c'est quoi? C'est la classe. Puisqu'elle est en pourcentage, vous devez diviser par combien? Par le 100 fois le calibre. C'est clair? Bien. Ça, c'est l'incertitude de classe. Par la suite, on va parler de l'incertitude. Par exemple, ici, c'est quoi la classe de cet appareil? Le premier, si je prends un ampère mètre, la classe c'est 1,5.
Ça veut dire c'est un 5%. D'accord? C'est 1,5%. Le deuxième, c'est 2,5%. Et tout cela, vous le multipliez fois le calibre divisé par 100. Tout cela multiplié fois le calibre divisé par 100. Et les autres informations qu'on a déjà traitées auparavant. Le calibre, il n'est pas visible ici parce qu'ici, on vous montre uniquement l'échelle, mais l'appareil aura ici beaucoup de calibres avec un choix que tu peux faire. Peut-être ici calibre 2, calibre 4, calibre 8, calibre 10. Et c'est nous qui faisons le choix. D'accord? Ce n'est pas affiché, mais c'est nous qui faisons le choix. Alors, le problème des appareils à déviation, c'est quoi? C'est que l'utilisateur, c'est lui qui lit l'emplacement de l'aiguille. Et cette lecture, ça dépend de votre position. On est d'accord? Parce que si vous lisez exactement d'une manière perpendiculaire, c'est ça, c'est l'aiguille. Vous allez donner une bonne valeur. Si vous lisez à partir de là, alors que l'aiguille est positionnée ici, vous allez voir qu'elle est décalée, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Et ça, c'est une incertitude qu'on doit prendre en considération, qui doit être estimée. Si c'est donné, on l'écrit, mais si c'est pas donné, toujours on estime le quart de division. Rappelez ça bien, s'il vous plaît. Toujours les appareils à déviation, on estime que l'utilisateur a fait une erreur de quart de division de la lecture. Ça veut dire quoi un quart de division? Par exemple, ici, il y a combien? Ça, c'est une division, vous voyez? Supposons que l'aiguille, elle est là. Regardez l'aiguille, elle est là. Qui peut me lire cette valeur? Alors, si je zoome ici, qui peut me lire cette valeur? On peut dire 0, on peut dire non 0, c'est clair. Ça dépend. Chacun va lire combien. C'est pour cette raison qu'on va écrire certainement 0, mais on estime le quart de division comme une incertitude de lecture. C'est clair? De la même chose ici. Ça, c'est loin de 0. C'est pas vraiment 0. Et de la même façon, si c'est positionné ici, qu'est-ce que vous allez lire? Peut-être vous allez dire quelque chose, mais le quart de division, il sera toujours pris en considération. Et ce quart de division, c'est quoi? C'est ça le delta L que vous devez mettre. Et puisque c'est une estimation de l'erreur de lecture, la formule, le delta L, le delta XL, ça sera toujours le calibre fois la lecture divisée par l'échelle. Mais quelle lecture? Le quart de division. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va multiplier le 1 sur 1 sur 4 fois le calibre divisé par l'échelle, et tu considères ça comme une incertitude de lecture. Si c'est pas donné, si c'est donné, ils vont dire, on estime le combien de division? La moitié, le 1 tiers, le 1 quart. Mais sans aucune information, tu ne dois pas la laisser vide, on doit la prendre en considération. Bien. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a aussi les autres choses. C'est quoi ces choses-là? C'est l'incertitude de la méthode. D'accord? C'est l'incertitude de la méthode. Et c'est quoi l'incertitude de la méthode à votre avis? Si vous vous rappelez bien, on a dit quoi? Que les appareils, c'est la position. Il y a déjà, est-ce qu'ils doivent être en position horizontale, verticale? Est-ce que vous êtes sûr à 100% que c'est horizontal? Horizontal à combien? D'une part, c'est clair. Il doit y avoir une moyenne pour déterminer cette incertitude. Quoi aussi? La température, on doit prendre en considération les conditions de l'environnement ambiant, c'est clair? Alors ça nécessite vraiment d'autres façons, d'autres techniques pour l'identification de cette incertitude. Elle sera liée à l'environnement de l'appareil et aussi à la position de cet appareil. C'est bon? Généralement, ici, dans notre cours, en guise de simplification, on va la considérer comme zéro, non donné. On va considérer que les méthodes ont été bien contrôlées, bien faites.
Et généralement, souvent, le delta x final, ça doit être, bien sûr, la somme quadratique des incertitudes. Dans certains cours, il ne le fait pas. C'est bon? Dans certains cours, ils ne le font pas. Ils donnent généralement l'incertitude sous cette valeur. Pourquoi on fait la somme quadratique au lieu de faire la somme directement? Comment? Ça veut dire. On va avoir delta x. Donc pourquoi déjà lorsque vous faites les différentes sources d'incertitude, vous ne faites pas directement la somme, mais vous faites la somme quadratique des incertitudes. Parce qu'en réalité, l'erreur à l'intérieur cachée au sein des incertitudes, on ne sait pas est-ce qu'elle est positive ou bien négative. C'est clair, ce qui fait que je dois la mettre au carré et faire la somme quadratique. On est d'accord? C'est ça la raison pour laquelle on fait la somme quadratique. Parce que lorsque vous faites la somme sans somme quadratique, vous supposez que toutes les erreurs ont la même direction. C'est clair? Mais en réalité, elles n'ont pas la même direction. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être zéro. Ce n'est pas toujours la même direction. Alors, pour être très sûr, même pour celle-là, on doit faire la somme quadratique. Mais dans les corrections, vous allez voir qu'ils le font. Je suppose qu'ils ont toutes la même direction, ils le font. Bien. Si on doit faire une petite application là-dessus, juste pour concrétiser ce qu'on vient de voir. Alors, vous avez ici une résistance de 3 ohms, plus ou moins 0,5%. C'est bon? Elle est parcourue par un courant I qui a été mesuré par l'ampèremètre, dont les caractéristiques sont les suivantes. Vous avez la classe de précision, c'est 0,5. Elle doit être donnée en quoi, le 0,5? En pourcentage. Le nombre total des divisions, c'est bon? Le nombre total de divisions. Et vous avez le calibre, c'est 50 ampères. Le numéro de graduation durant lequel s'immobilise l'aiguille, il est 80. On estime le quart de division, il est donné ici. Calcule l'incertitude absolue sur la mesure de la puissance PRIK. Et ici, on ne va pas faire la somme quadratique, on va faire la somme directe. Alors, par quoi je vais commencer? Alors déjà, pour déterminer quel type d'incertitude je vais déterminer ici. Mais avant, je dois calculer déjà le P, c'est ça? Alors, le P, c'est combien? Ça sera le 3 fois... Non. Tu dois calculer la puissance. Tu as la résistance, qui est le 3. Ah, le courant, c'est quoi? C'est la lecture fois le calibre divisé par l'échelle. C'est quoi la lecture? On a dit que l'aiguille s'immobilise à 82. Ce sera le 82 fois le calibre, qui est le 5, divisé par le nombre de graduations. Et tout cela au carré. Ça vous donnera... C'est bon ici? Ça vous donnera combien ici? Alors, 50,43 et l'unité, c'est le watt. Maintenant, venons au calcul de delta P, des incertitudes. Alors, dans ce cas, c'est quoi la meilleure façon? Vous avez un produit. La meilleure façon, c'est de calculer l'incertitude relative, qui sera le delta R sur le R, plus quoi? 2 fois le delta I sur le I. Et c'est quoi le delta R? C'est pas 0,5. Il y a des delta R sur R, il y a 0,5. Ils ont déjà donné le 0,5, ça sera 0,5 sur 100.
D'accord? Plus 2 fois le delta I sur I. C'est quoi le delta I dans ce cas? Supposons que toutes les méthodes ont été bien faites, malgré qu'on doit faire ça aussi, l'incertitude de méthode. Parce que l'incertitude de X, c'est quoi? C'est l'incertitude de calibre plus l'incertitude de lecture plus l'incertitude de méthode. C'est-à-dire, on doit le faire. On le fera par la suite, peut-être dans les séances de travaux pratiques. Mais supposons qu'elle est nulle ici, en guise de simplification. C'est quoi l'incertitude de calibre? C'est la classe fois le calibre divisé par 100. C'est quoi la classe? 0,5 fois 100, non, fois 5 sur 100. C'est-à-dire incertitude de calibre. Plus la certitude de lecture, qui sera calibre 5 fois 0,25 sur l'échelle, qui est 100, le nombre de gradients. L'incertitude de calibre, est-ce que c'est 0,5% fois 5 sur 100 ou bien c'est 0,5%? Là, alors c'est 0,5%. Tu as divisé sur 100 pour éliminer le pourcentage. Ah d'accord, donc ce 100 c'est le pourcentage. D'accord. Parce que l'incertitude de calibre, il s'écrit calibre fois classe sur 100. Parce que la classe, elle est donnée en pourcentage. D'accord? Elle vous donnera combien cette valeur? Ça vous donne combien au total? 375. Et ça sera en ampères, c'est ça? Et c'était quoi, s'il vous plaît, le delta X? Le X, combien on a trouvé? 2, c'est ça. C'était combien? Le I. Le I, c'est la lecture fois le calibre, c'est 82 fois 5 sur 100. 4,4. 1,1 ampère. Alors maintenant, vous avez le delta I. Normalement, ça, c'est le delta I. Ça sera le delta I calibre plus delta I échelle. Oui. Parce que la résistance, on vous a donné ici la résistance en relative. C'est quoi la résistance en relative? C'est le delta R, toujours sur R fois 100. D'accord? Alors, nous, pour trouver le delta R sur R, qu'est-ce qu'on prend? Ce 0,5 et tu la divises par 100. C'est ce qu'on a fait, le 0,5 divisé par 100. Plus 2, qu'est-ce qu'il nous reste? Le delta I sur I. Et c'est quoi le delta I? C'est ce que vous venez de faire, qui est 2 fois 0,0375 divisé par le I, qui est 4,1. Donnez-moi maintenant de la totalité delta P sur P. Alors, le delta P sur P, vous avez dit, c'est 0,023 watts. Alors, à partir de ce delta, non, c'est pas watts, je m'excuse. Rien. Tu dois le multiplier fois 100 pour avoir le pourcentage, qui est égal, combien? 2,3%. Et le delta P toute seule, ainsi le delta P sera le 0,023 fois 50,43. Ça vous donne 1,16. Et là, vous pouvez faire le watt. Et à la fin, je peux écrire les valeurs directement.
la puissance, ça sera 50,43 plus ou moins 1,16 l'unité, on le met ici watts, ou bien on dira que la puissance est 50,43 watts plus ou moins 2,3%. Alors ça, ce sont les deux méthodes pour écrire l'incertitude. Alors c'est ce que on a vu maintenant sur les appareils analogiques. Essayons de voir rapidement les appareils numériques et puis on peut avancer. C'est bon? Parce que par la suite, toutes les mesures vont être faites sur le numérique. Revenons aux appareils numériques pour voir comment ils fonctionnent. Alors, pour les appareils numériques, si vous voyez bien, la plupart des appareils numériques peuvent permettre de mesurer les intensités et les tensions qui sont en valeur moyenne ou bien en valeur efficace. Il faut faire la différence entre les deux, ainsi que les résistances. C'est quoi la différence entre la valeur moyenne et la valeur efficace dans la mesure? Oui, mais uniquement lorsque vous avez un signal sinusoïdal. Ce que tu dis il est correct. Lorsque tu as un signal sinusoïdal pur, c'est ça? Sinon, on n'aura pas cette équation. Toujours la valeur moyenne, on l'écrit sous cette forme. Est égal 1 sur t, l'intégrale 0t, v de t dt. Et pour un signal sinusoïdal, qu'est-ce que vous aurez? La valeur moyenne, elle est toujours 0. Parce que vous faites l'intégrale de v de t. Ça, c'est plus, là, c'est moins. La somme des deux, elle est nulle. Et si vous avez quelque chose comme ça, par exemple, ça, c'est pas nul. À votre avis, la valeur moyenne, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de trouver? Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de trouver? On peut l'imaginer comme une composante continue dans le signal. C'est clair? Ça veut dire ce signal, c'est quoi? C'est ce signal plus quoi? Un signal comme ça, qui l'a fait repousser vers le haut. Ainsi, la valeur moyenne de celle-là, c'est la valeur moyenne de la première plus la valeur moyenne de la deuxième. C'est quoi la valeur moyenne de la première? Elle sera 0. Qu'est-ce qui vous reste? Cette partie. Ainsi, c'est comme si vous cherchez la composante continue. Et à votre avis, comment chercher la composante continue dans un signal? En électricité, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne garder que la composante continue et éliminer les autres composantes variables, alternatives. Le redressement, point de diode. Des filtres. Un filtre comment? Passe bas, passe haut, coupe bande, passe bande. C'est quoi la fréquence d'un signal continu? C'est toujours 0. Parce que ça ne change pas. Sa fréquence, elle est nulle. Et le fait que sa fréquence, elle est nulle, c'est ce que vous cherchez. Ce qui fait le filtre passe bas. On doit faire un filtre passe bas pour laisser passer uniquement la basse fréquence, éliminer la haute fréquence, et comme ça, on aura la moyenne, c'est ça? Bien. Et c'est quoi la valeur efficace? Toujours la valeur efficace, elle est comment? Par exemple, vous avez pris un voltmètre et vous allez mesurer une tension. Et il vous affiche quelque chose. J'inverse les voies. Ça sera la même chose. Parce que toujours la valeur efficace, elle est toujours positive. Soit tu mesures comme ça, soit tu inverses, toujours positif. Ce n'est pas comme continu. Continu, si on fait cette mesure, c'est plus. Si on inverse, ça sera moins. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous voyez bien que la valeur efficace, comment on l'écrit la valeur efficace? C'est V efficace ou bien c'est V. C'est quoi?
C'est la racine. Déjà, la racine, tout ce qui doit être à l'intérieur doit être positif. La racine de 1 sur t, l'intégrale 0 à t. Maintenant, v de t quoi? Au carré dt. Tout ce que vous trouverez, c'est positif. Et si c'est un signal sinusoïdal alternatif, vous aurez que le v efficace, ça sera la valeur maximale sur la racine de t. Et ça, c'est uniquement si le signal il est comme ça. Sinusoïdal alternatif. C'est clair ici? Là, essayons de les démontrer rapidement. Je vais ajouter ici un petit diapo. C'est bien. Prenons un signal, regardez. Et supposons que ce signal est sinusoïdal alternatif. Avec ça, c'est Vmax. Comment ça s'écrit le signal, toujours? Le V de T, qui est une tension. Peut-être la tension de secteur. Souvent, c'est ce que vous devez mesurer. C'est Vmax fois sinus, oméga T, plus un déphasage, puisque vous commencez à partir de 0. Pas la peine de représenter ce déphasage. On est d'accord ici? Voilà. Alors, c'est bien. Si on considère que ça, c'est la période. C'est quoi la période d'un signal? Si on dit que ça, c'est pas vraiment le T, mais on fera le oméga T. C'est quoi cette valeur ici? C'est 2pi. Parce que هذه كتسمى هذه la période, grand T. C'est vrai? يعني à T est égal à grand T, le oméga, vous le connaissez, c'est combien? Il y a 2pi sur le T, ou bien c'est le 2pi F. Alors, à T est égal à grand T, ça c'est égal à 2pi. Bien, calculons la valeur moyenne V. C'est 1 sur T, l'intégrale 0 à T. Qu'est-ce que vous aurez? V de T, dt. Ça sera 1 sur T, l'intégrale 0 à T. C'est quoi V de T? V max fois sinus oméga T dt. C'est clair? Alors, c'est quoi l'intégrale de sinus? Ça sera V max sur grand T, primitif. L'intégrale de sinus? Mon cosinus sur quoi? Sur oméga T, de 0 à T. Alors, ça sera le V max sur grand T. Vous aurez combien? Bien sûr, sur oméga. Je peux faire sortir le oméga, c'est une constante. C'est quoi cosinus oméga T? AT, parce que AT est égal à grand T. C'est quoi le cosinus de pi?
C'est 1. D'accord? Alors, vous avez... Regardez. Maintenant, pour simplifier les calculs, le mois, je peux le faire sortir, oui ou non? Alors, je peux faire sortir ici le mois. Ça sera 1 mois. C'est quoi cosinus 0? C'est 1. Ça vous donne 0. Il y a la valeur moyenne. La valeur moyenne d'un signe sinusoïdal, elle est nulle. Calculons la valeur efficace. Alors, V efficace. Je vais faire V efficace carré. C'est combien? C'est 1 sur T, l'intégrale 0 T, V de T quoi? Au carré dt. On additionne le carré pour éliminer la racine. Ça vous donne combien? Il y a 1 sur T, l'intégrale V max carré, sinus carré de oméga T dt. C'est ça? Alors, qu'est-ce que je peux faire sortir? V max carré sur grand T. Vous avez le sinus carré qui s'écrit comment, le sinus carré? Et l'appel, c'est 1 mois cos de oméga T sur 2. On a 0 le T. On est d'accord ici? Très bien. Alors, je peux faire sortir le 2 aussi. Le 2. Alors, et c'est quoi l'intégrale de tout cela? Ça vous donne V max carré sur 2 grand T. Ça sera un T moins sinus de 2 oméga T sur 2 oméga. De 0 à T. Rappelez bien que le sinus de T, ça vous donnera combien? 0. Et le sinus de 0, ça vous donnera pas la peine de calculer ce terme. Dans les deux cas, il est nul. Qu'est-ce qui vous reste? De grand T, c'est clair? Ça vous reste V max carré sur 2T fois le grand T. Ça vous donne c'est V max carré sur 2. Et c'est quoi le V max carré sur 2? Parce que le V efficace carré, il y a V max carré sur 2. Ainsi, le V efficace, quand vous avez dit, c'est V max sur la racine. Mais uniquement pour ça. C'est clair ici? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est uniquement les équations. Pas la peine de rappeler la valeur finale. Et comment on a passé de là à là. Et ça, c'est pour la valeur moyenne. Bien. On a dit que c'est comme ça que ça fonctionne un appareil numérique. Il calcule la moyenne, il peut calculer aussi la valeur efficace. Essayons d'avancer un peu. Qu'est-ce qu'il doit faire aussi? Il doit transformer toute information en quoi? Tension, intensité, résistance. Il doit la transformer en une tension. Parce qu'un multimètre, qu'est-ce que mesure le multimètre? Il peut mesurer quoi? La tension, le courant, la résistance, cause. Là, avec le wattmètre. Qui coche un multimètre fait de puissance. Ça, c'est rare, peut-être. Je ne l'ai jamais vu personnellement. Ah, oui. L'inductance, il peut mesurer la capacité, il peut vérifier la diode, les transistors, il peut vérifier est-ce qu'un câble il est continu, discontinu, disconnecté. Beaucoup de choses. Il fait la transformation en tension continue. Il fait la numérisation en moyenne heure d'un convertisseur analogique numérique. Et après, il y a l'affichage final. C'est tout un processus qui se passe à l'intérieur. Si vous voyez ici, c'est ça votre multimètre. Si vous voyez bien, il y a plusieurs choses à vérifier. C'est clair? Plusieurs choses. Même la température, même beaucoup de choses. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la tension courant en milliampères ou bien en ampères et la résistance qui est là. C'est toute cette plage qui nous intéresse.
Alors, il faut premièrement choisir c'est quoi la grandeur à mesurer. Le choix de la gamme, c'est ça les gammes. Vous les choisissez à partir de là. Est-ce que c'est en milli ou bien en ampères? Est-ce que c'est en millivolts ou bien en volts? À l'intérieur, il y a tous les circuits de mise en forme, conversion, convertisseur logique numérique, décodage et affichage fini. C'est tout un processus. C'est bon? Là, essayons d'analyser un peu les choses. Numérique, tu peux prendre le multimètre comme tu peux prendre le multimètre. C'est quoi la différence entre les deux? Celui-là, il est similaire au diapo précédent, mais il a cette utilité de pince qui peut s'ouvrir et qui peut se fermer. Parce que lorsqu'il va s'ouvrir et se fermer, bien sûr, on va faire passer quoi ici? Un câble. C'est un câble qui passe ici. C'est quoi l'avantage de ça? Pour mesurer les courants. Parce que si vous avez une installation déjà alimentée et qui ne doit pas être arrêtée pour brancher un ampèremètre en série, on fait un pince, je l'ouvre, je le ferme sans interrompre l'installation, je peux faire la mesure. C'est l'avantage. Et puisque la mesure ou bien le fait de démonter et monter, c'est dangereux, ça donne plus de protection. Mais il fonctionne sous quel effet, s'il vous plaît? Yani comment un câble, sans contact avec le pince ampèrmétrique, on peut avoir ici la valeur correcte, exacte du courant. Là, le câble, c'est mon style. Le pince, tu fais comme ça. Ah, mais Jesus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Très bien. Quand? Si vous rappelez bien votre cours d'électromagnétique, si vous avez un courant qui passe dans un fil, qu'est-ce qui crée ce courant? Il crée un champ magnétique. De la règle de la main droite, si je me rappelle bien. C'est clair? Et ce champ magnétique, qu'est-ce qu'il va créer? Si, non. Si ce champ magnétique, il est variable. Il fait ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. C'est la loi de Faraday ou bien c'est la deuxième équation de Maxwell. Très bien. Mais si vous vous rappelez bien, qu'il y a la dérivée partielle, c'est ça, la dérivée. Je n'ai de la dérivée. La dérivée, ça veut dire que le champ doit être variable pour qu'il va induire la tension ou bien un courant dans un autre circuit. Réellement, on dit que la FEM, la force électromotrice, c'est moins 1 dφ sur dt. Et le phi, c'est quoi? Il est proportionnel au champ magnétique. Et là, imaginez que c'est dB sur dt. Quelque chose de proportionnel. C'est clair? Alors, si vous avez un champ magnétique constant, il y a la mesure d'un courant constant, continu. Alors, le champ magnétique qui se crée, il est constant. Et si vous avez un champ constant, vous n'aurez pas d'induction dans ce fil. Mais si vous mesurez peut-être un courant alternatif, ça va créer un champ alternatif. Et ce champ alternatif va vous donner une FM alternative. C'est normal. Alors, il faut rappeler deux choses. Quand le pince ampèrmétrique, il mesure si la tension elle est alternative par induction électromagnétique. Si la tension est continue, comment va-t-on mesurer l'intensité d'un champ magnétique? Parce que qu'est-ce qu'on mesure? On ne mesure pas le courant. On mesure le champ magnétique créé par le courant. Le champ magnétique, s'il est alternatif, il va induire le courant dans le système, ici, le circuit. Qu'on peut le mesurer. Comme je mesure une tension normale. Mais si ce courant il n'est pas alternatif,
je me base sur quel effet? Je pense de ça, les capteurs. Effet Hall. C'est quoi l'effet Hall? Alors, l'effet Hall, c'est quoi? C'est très simple. On a une plaque. C'est bon? On a de la plaque. Qu'est-ce qui circule dans cette plaque? Un courant. Bien sûr, via non, j'ai inversé les choses. Il y a la pile. Sans champ magnétique, les courants traversent le chemin le plus court qui ne présente pas de résistance. C'est normal. En la présence d'un champ magnétique, nord, sud, si tu le rapproches, qu'est-ce qu'il va faire? Les particules plus, ils vont s'accumuler dans un côté. Les particules négatives vont s'accumuler dans un côté. Ils ne vont pas partir comme ça, au centre. Il va partir comme ça et comme ça. On va dire que les trous vont partir de ce sens et les électrons vont partir de ce sens. On peut l'imaginer comme ça. Ainsi, vous aurez quoi? Une différence de potentiel qui se mesure ici. Et ça, c'est quoi? C'est un champ magnétique constant. C'est clair qu'il va nous donner une tension constante. Voilà. C'est comme ça qu'on le mesure. Ce qui fait, à de la pince ampère-métrique, il y en a les pinces qui mesurent uniquement le courant alternatif. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas un capteur effet Hall à l'intérieur. Mais il y en a ceux qui peuvent mesurer l'alternatif comme ils peuvent mesurer le continu. Mais tu dois sélectionner. Est-ce que tu travailles sur le continu ou bien tu travailles sur l'alternatif? C'est bon? Bien. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais essayons de voir les choses d'une manière très brève. Qu'est-ce qu'on a dit? Que ce soit, s'il mesure une tension, il la convertit en tension. S'il mesure un courant, il doit le convertir en quoi? En tension. S'il mesure une résistance, il doit le convertir en... Le multimètre, qu'est-ce qu'il mesure en fin de compte? Juste les tensions. Il ne mesure rien d'autre. Alors lui, comment il peut convertir une résistance ou bien un courant à une tension? Supposons ici, il est en train de mesurer quoi? Un courant. Ce qui sort, c'est quoi? C'est une tension. Et comment il le fait? Il utilise cette équation. Vous avez déjà vu les amplificateurs? Certainement, parce qu'on a déjà fait. Alors, c'est quoi un amplificateur? Vous devez le maîtriser. Un amplificateur, vous allez rencontrer souvent. C'est très simple. C'est la plus simple chose en électronique. C'est bien. Toujours l'amplificateur, dans ce cas, vous voyez qu'il est en boucle fermée, comme réaction négative. Vous avez le moins qui est branché à la sortie. Si vous êtes en contre-réaction négative, toujours le V plus est égal à V moins. Première règle à rappeler, toujours le courant qui entre dans le I plus est égal à 0. Toujours le courant qui entre dans le I moins est égal à 0. On peut rappeler ces deux équations, c'est ça? Alors, suivez bien. Contre-réaction négative. La partie négative de l'amplificateur, elle est connectée à la sortie. Parce qu'il y a la contre-réaction positive, il y a l'ouvert, qui fonctionne comme étant un comparateur. Alors, essayons d'analyser un peu les choses d'une manière très, très rapide. Disons que ça, c'est la référence. C'est bien. C'est quoi V+? V+, c'est le potentiel qui est là, oui ou non? C'est quoi V-? Vous cherchez le plus proche nœud, ça c'est le V-. Qui peut me calculer le V+? Parce que c'est quoi la différence entre une tension et un potentiel? Vous me l'avez dit la dernière fois, le potentiel c'est une tension entre un point et là. Ce qui fait c'est la tension au bord de quelle résistance? Et c'est quoi la tension au bord de la résistance RS? Voilà. Ce qui fait V+, c'est RS fois I. Pourquoi tu m'as dit RS fois I?
Parce qu'on a déjà vu que le I plus ici, c'est 0. Ça veut dire que tout le courant qui passe ici va passer par la résistance. Rien n'entre dans l'amplificateur. C'est clair? Alors, on a trouvé le V+. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est quoi le V-? V-, c'est aussi la tension qui est là. C'est la tension au banc de qui? Au banc de R1. Yalla. Et s'il y a, regardez, s'il y a un courant qui passe dans le R2, imaginez, où est-ce qu'il va passer? Rien ne passe ici, oui ou non? Il va passer toujours par le R1. Ce qui fait, on peut dire que le R2 et le R1 ils sont comment? En série. Et si vous avez deux résistances en série, alimentées par une tension globale Vs, et vous cherchez une portion de tension, on utilise le diviseur de tension. Ainsi, le V-, ça sera quoi? C'est la tension au banc de quelle résistance? R1 sur la somme des résistances en série. Voilà, tension globale. Voilà. Et c'est quoi la fameuse règle? V plus est égal à V moins. Ainsi, qu'est-ce qu'on aura? Le RSI est égal à quoi? R1 sur R1 plus le R2 fois Vs. C'est clair ici? Et qu'est-ce qu'on cherche? Cherche le Vs. Ainsi, le Vs, ça sera quoi? Ça sera le RS fois I. C'est clair? Facteur de combien? 1 plus. Allez, vous l'avez déjà. C'est clair ici? Voilà. Parce que réellement, là, vous n'étudiez pas l'amplificateur. Vous étudiez le circuit de l'entrée, le circuit de sortie, vous faites l'égalité entre les deux. Alors, lorsque maintenant vous sélectionnez, regardez, lorsque vous sélectionnez le choix du courant, qu'est-ce que vous sélectionnez en réalité? Ce circuit. C'est clair? Vous sélectionnez ce circuit. Tout le courant qui passe, il passe par une résistance. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure la tension via cette résistance. Il va l'étudier. Vous allez me dire, pourquoi ne pas faire ça? Voici le courant qu'on mesure. Voici la résistance dans laquelle passe le courant. Pourquoi ne pas dire que ça, c'est le Vs? Parce que le Vs, ça sera quoi? Le courant fois la résistance. C'est clair? Mais n'oubliez pas que là, il doit y avoir un autre circuit. Un autre circuit qui fait quoi? Qui fait l'affichage, le décodage et ainsi de suite. Ainsi, si vous faites uniquement ça, vous n'êtes pas sûr que le courant qui est là, il va faire quoi? Il va se diviser en deux. Un I1 prime et un I1 seconde. Et tu ne sais pas le I1 prime. Donc, tu ne peux pas savoir le Vs. Ainsi, je dois faire quelque chose qui va faire quoi? Qui va forcer tout le courant à passer dans le RS et qui va me laisser avoir à la sortie un Vs en fonction de RS. C'est l'amplificateur. L'amplificateur, on le fait pour séparer la mesure de circuit de conditionnement ou bien de circuit d'analyse ou bien d'affichage et ainsi de suite. Ça veut dire quoi séparer? Ça veut dire que le courant là ne va pas affecter ou bien ne va pas passer dans l'autre circuit. Tout le courant va passer dans le premier circuit et l'image va passer au deuxième circuit. C'est comme s'il fait une miroir. Il projette une image. Tu n'es pas affecté par la guerre, mais tu peux voir tout ce qui se passe dans cette guerre. C'est comme ça qu'il fait l'amplificateur. Ça, j'ai compris une partie de la mesure, mais l'autre, peut-être le facteur de 1 plus R2 sur R1, on n'a pas l'instrument. Oui, un doit des valeurs R1, R2, mais le I ne le sait pas. Alors lui, il sait toutes les résistances. C'est clair? Alors imagine que donné à R1 est égal à R2. Qu'est-ce que tu as?
de RS. Et imagine que RS est égal à 0,5 ohm. Ça sera combien? Ça sera 1. Ce qui fait VS, on va dire qu'elle est égale à I fois 1. Fois 1 ohm. Tu ne dois pas mettre ça. Parce que le volt, ça va être ampère. À l'affichage, c'est autre chose. À l'affichage, c'est autre chose. Comment? L'affichage, c'est autre chose. On va parler de l'affichage. Mais maintenant, pour l'acquisition de la mesure, c'est bon? Convertir le courant en tension. C'est clair ici? De la même façon, regardez bien. Si le signal que vous voulez mesurer, c'est une quoi? C'est une... Parce que rappelez bien, pourquoi le courant qui passe, il est égal à 0? Parce qu'on dit que l'impédance d'entrée, le Rin, elle est infime. Idéalement, il doit être infime. On n'a qu'une charge infime. Mais idéalement, il doit être infime. Ainsi, aucun courant n'entre. La même chose ici, la même chose, regardez. Maintenant, on veut mesurer une résistance. Pour mesurer une résistance, il y a la résistance qu'on veut mesurer. Rx à mesurer. Le multimètre lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Parce que le multimètre, il regarde son pile. D'abord, il a besoin d'une pile. Et la pile, c'est ça. C'est le E. Il a besoin d'une source de tension. Qu'est-ce qu'il fait? De la source de tension, on va faire quoi? On va faire passer un courant dans cette résistance. Et cette valeur, ça sera le V+. Le V+, ça sera quoi? Rx fois I. Et de la même façon, V mange noyé, ça. R est égal à R. Puisque c'est le diviseur de tension, c'est-à-dire le V plus moins. V moins chaque c'est. Il y a R sur R plus R fois VS. C'est-à-dire qu'il y a VS sur 2. Moi, je vais dire V plus est égal à V moins. Qu'est-ce que tu auras? Cette formule. Ainsi, le VS sera proportionnel à quoi? Parce que ça, c'est constant. Le VS sera proportionnel à Rx que vous mesurez. C'est clair? Ainsi, la résistance est transformée en tension. Comment? Amplificateur, ouais, de tri. Qui trouve 0. Au V- qui compte 0. On dit que rien n'entre dans l'amplificateur. C'est clair? Quel I? I plus est égal à 0, I moins est égal à 0. Les deux. Quel I plus? Juste un instant. Ce I plus. Et ce I moins, oui, toujours 0. Mais le V, non. La V plus n'est pas 0. V plus, c'est la tension au bande de Rx. C'est bon? Il prend cette image, il le fait sortir. Oui? On peut mesurer la quantité de résistance par la résistance. Comment on a calculé? Quel R? C'est Rx. Je pense par R. Non, R, elle est connue. C'est une résistance de précision implémentée dans l'amplificateur. Il le connaît, il connaît son incertitude, il connaît tout. C'est clair? Parce que ces amplificateurs, je ne sais pas si vous avez fait dans les circuits de conditionnement les amplificateurs d'instrumentation. Les amplificateurs d'instrumentation, c'est quoi leur utilité? Comme celle-là. C'est que les valeurs sont très maîtrisées. Que ce soit des courants qui entrent, des résistances qui sont à l'intérieur, sont très maîtrisées. D'accord? Et si vous avez une tension, ben, c'est une tension, pas la peine de la transformer, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on transforme? Un courant en tension, une résistance en tension. À votre avis, la deuxième chose à faire, c'est faire quoi? Un filtre passe-bas très sélectif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder la composante continue. Ainsi, le V de T, qu'est-ce qu'elle va sortir? V moyen.
On est d'accord. Alors, pour obtenir une valeur moyenne, le principe consiste à filtrer le signal pour ne conserver que sa composante continue. Parce que un signal continu, sa fréquence, elle est toujours zéro. Il y a un filtre. Donnez-moi un exemple de filtre passe-bas. Le plus simple que vous connaissez. Non? Une résistance en série avec une capacité. Ça, c'est la tension VE. Vous aurez ici un VS. Là. Là, un exemple, là, de la résistance C. C'est comme ça que vous pouvez réaliser un filtre passe. C'est clair? C'est ça un filtre passe. Pourquoi c'est un filtre passe? Suivez bien. Vous avez le C. Ça s'écrit comme ZC, qui est égal à combien? 1 sur GC oméga. Si la fréquence tend vers l'infini, ça veut dire que vous êtes dans les hautes fréquences. Le ZC tend vers quoi? Et la capacité va devenir comment? C'est comme une impédance nulle. Ça veut dire que c'est un fil conducteur. Au lieu de la capacité, c'est comme si vous aurez un fil. Dans ce cas, le VS serait égal. La tension au bord d'un fil, c'est zéro. C'est clair? Si la fréquence tend vers zéro, le ZC tend vers l'infini. Ainsi, la capacité va se transformer en quoi? Un circuit ouvert. Et qu'est-ce qu'un circuit ouvert? Est-ce qu'il y a un courant qui passe dans un circuit ouvert? Non. Ainsi, le VS serait égal. Il y a un décadier VR. Chacun sait VR. Il y a RI. Dire la loi d'Ohm. Chacun sait la loi d'Ohm. VE. N'arrête le sens. Moins VR, moins VS est égal à 0. On a déjà dit que ça veut dire. Il y a un VE qui ça veut VS. Et la tension de sortie, elle va être exactement la tension d'entrée. Quand? Quand la fréquence elle est nulle. Ça veut dire lorsque la fréquence elle est nulle, il laisse passer le signal. Mais si la fréquence n'est pas nulle, elle est très grande, il bloque le signal. Et c'est comme ça qu'on laisse passer ou bien bloquer un signal. C'est comme ça qu'on filtre un signal. Ça, c'est un filtre passe-bas. Mais il doit être très sélectif. Très sélectif, c'est pas vraiment ça. Alors, pourquoi on fait le filtre passe-bas très sélectif? Pour avoir la valeur moyenne du signal. On a déjà vu pour quelle raison. Maintenant, pour obtenir la valeur efficace, on distingue deux types d'appareils. Il y a les appareils qui donnent la valeur efficace pour les signaux sous forme particulière, ça veut dire des signaux qui sont sinusoïdales. Voilà. Comment le multimètre prend la mesure et l'affiche, parce qu'on va voir deux multimètres jusqu'à l'affichage. Alors, les appareils qui donnent la valeur, mes chers multimètres, n'importe quel appareil numérique. Par exemple, par exemple, chez appareil numérique, par exemple, la balance. Qu'est-ce que ça veut dire comme les masses? Mesure de masse. Vous posez la masse, vous avez un affichage. Qu'est-ce qui se passe? La masse se transforme en quoi? Se transforme en quoi par la suite? En tension. Et il y a il se transforme en tension pour qu'elle soit affichée. L'entraîne qui est la masse. À l'intérieur, il va y avoir un capteur qui transforme quoi? La masse. Une jauge de contrainte peut-être. Ou bien un capteur piézoélectrique. Tu vois? En tension. Et puis la tension, on passe de ça. Calcul et ainsi de suite jusqu'à l'affichage. Et tout ce qui se passe à l'intérieur des appareils numériques, c'est différent de l'analogique. L'analogique, ça fonctionne à base de quoi? Les bobines, n'est-ce pas? Il y a les bobines, le champ magnétique. Si vous voyez bien, tout se passe via l'électricité à l'intérieur. Clair?
Alors, les appareils qui donnent les valeurs efficaces pour distinguer les formes particulières sinusoïdales, ou bien il y a les valeurs à vraie valeur efficace, true RMS. C'est quoi RMS? Root mean square. Ça vous rappelle de quoi? Root mean square. نديرو شنو هي root mean square par exemple de x؟ ناخذ x de t. شنو root mean square ديالو؟ قول. سكوير شنو هو السكوير دو اكس؟ شنو هي مين دو اكس؟ كي كنحسبوا لا موين شنو هي روت؟ ça vous rappelle de quoi؟ valeur efficace. يعني valeur efficace كنسميوها ال RMS. هي root mean square. Il y a le carré, il y a la racine de la moyenne, il y a le signal au carré. Root mean square. Ouais. Root mean c'est ça, tout cela. Parce que la moyenne c'est quoi? Il y a 1 sur t, l'intégrale, v de t, dt. C'est-à-dire la moyenne. Mais square qui est un RMS. C'est clair ici? On a déjà vu comment calculer la moyenne. Un filtre passe-bas très sélectif. C'est clair? Alors, c'est bien. On avance. Alors, comment on obtient une valeur efficace? L'obtention par redressement est prise de la valeur efficace. Cas d'un redresseur simple alternance, facteur de correction, et cas d'un redresseur double alternance, vous avez ce facteur de correction. On ne va pas entrer dans les facteurs de correction. 2,22. Yeah. On dirait 2 sur 2 racines. Et on va voir le facteur de coefficient par la suite. Parce que nous avons un redresseur simple alternance, si vous vous rappelez bien. Qu'est-ce qu'un redresseur simple alternance? Parce qu'un redresseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va transformer quoi? Une tension qui est comment? Sinusoïdale ou une tension comme ça. Ce n'est pas vraiment continu. En simple redressement. Il a quand il dit la valeur maximale d'elle est Vmax. La valeur moyenne de le signal de la est 0. La valeur moyenne de ce signal, je ne vois. Vmax sur pi. C'est clair? Il y a la valeur maximale du signal. Qui est non. Comment trouver la valeur moyenne? La moyenne ici. C'est clair? Alors, on Vmax en fonction de l'efficace. Il y a V efficace fois racine de 2. Très bien. Bien. Donc, dans ce cas, la valeur efficace, VMS, valeur efficace, ça sera combien? V moyenne, maintenant, je mets le facteur. Je crois qu'il y a 2,22, je vais le plus sur racine de 2, plus sur racine de 2. La valeur efficace dans ce cas, ça sera quoi? La valeur moyenne qu'on a trouvée fois combien? Fois pi sur racine de 2. هذا اش mieux? Le facteur de correction. Ce qui fait la valeur efficace qu'on mesure, c'est clair? C'est quoi? C'est la valeur moyenne qui nous a été tirée à partir de quoi? Je donne le V de T. Ça fait. Le redresseur simple alternance. Par la suite, mais le redresseur simple alternance, attends un signal. C'est le signal, regarde.
S'il vous plaît. La tension qu'on fait entrer, c'est quoi? C'est cette tension. Et le V de T. Et quand on a le redresseur simple alternance. شنو هو le redresseur simple alternance? C'est ce qu'on a comme le V de T. On a comme résistance. On dit le V1 de T. Qui كتولي هذا السينيال؟ كيف حالك؟ متفقين؟ هذا هو le V1 de T. غندخلو مثلا هادي. Regardez bien. Normalement, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire toujours des étages d'amplificateurs. On a un filtre passe-bas, une résistance en parallèle avec une capacité. La valeur moyenne. Parce que le filtre passe-bas sélectif. Ce n'est pas vraiment ça. Juste pour vous montrer. Ce qui fait, c'est quoi la valeur efficace qu'on mesure? Si vous vous rappelez bien. Il y a la valeur moyenne. Il y a le signal V1 de T. Je n'ai la valeur moyenne. Il y a les deux signaux. Valeur moyenne fois quoi? Fois pi sur racine de 2. Et il y a le cas qui est 2,22. On est d'accord? Ah, ou شنو عندنا? Le double alternance. شنو هو double alternance? شنو هي double alternance? Si vous vous rappelez le double alternance, il y a un pont de diode. Le signal de sortie, comment il sort? Comme ça. Quelle est la valeur moyenne de ce signal? شحال؟ لا إلا كانت هذا V max sur pi. Super. Voilà. 2V max sur pi. C'est clair? À 2V max sur pi, qui va changer une valeur efficace? Je n'ai V max. Il y a valeur efficace sur racine de 2. 3 racines de 2. Il y a 2 racines de 2 V efficace. Il y a la valeur, c'est ça? Ce qui fait, la valeur efficace, il y a il y a pi sur 2 racine de 2. Ça 1,11. C'est ça? Il a quand le 2,22 parce que vous divisez par 2. Ça fait 1,11. Et on a le coefficient de correction. Voilà. En double alternance, le cas d'un redresseur double alternance, le facteur correctif, c'est ça. Et le facteur correctif, c'est un gain que vous ajoutez tout simplement. C'est une valeur avec laquelle vous multipliez. Et après, ça passe à la V-mesure pour qu'elle passe à quoi? À l'affichage. C'est bon? Et là, on avance, on continue. Bien. Alors, regardez. Hadi, c'est le cas de quoi? L'obtention par redressement et prise de la valeur moyenne. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a deux types d'appareils. Quels sont ces appareils? Il y a celle qui fait l'appareil qui donne la valeur efficace pour des signaux de forme particulière. On passe par le redressement et ainsi de suite. Et il y a des appareils à vraie valeur efficace. Et généralement, les plus utilisés, ce n'est pas ça. Ce sont les appareils à vraie valeur efficace. L'obtention de la vraie valeur efficace. Comment on obtient l'obtention de la vraie valeur efficace? C'est très simple. Vous avez le V de T. Je dois le faire comment? Vt au carré. En utilisant quoi? Un multiplicateur. On le multiplie fois lui-même. Lorsque ça passe par un filtre passe-bas, c'est comme si vous calculez quoi? La moyenne du carré. Et maintenant, il y a un extracteur de racine pour calculer quoi? La racine de ça. Et regardez, chaque chose que vous voyez ici, c'est un circuit électronique. Et on fait le premier circuit, le premier étage, deuxième étage, troisième étage. C'est comme ça qu'on produit
des signaux, des calculateurs et ainsi de suite. Déjà, les amplificateurs, comment on les appelle? Les amplificateurs opérationnels. Parce qu'ils permettent aussi de faire des opérations. Comme ces opérations. Multiplication, l'intégrateur, dérivateur, sommateur, diviseur, soustracteur, c'est clair? Avec quoi on les fait? Avec les amplificateurs opérationnels. C'est clair ici? Bien. Monsieur, le fait que ça passe par le fait par un multiplicateur intégrateur, Comment? filtre passe et le fait par un amplificateur. Oui, toujours on le fait par des amplificateurs. Ça sera un filtre actif, non pas des filtres passifs. C'est bon? Et pour ne pas casser la tête sur tous ces schémas, il y a toujours des circuits intégrés qui implémentent tout cela. Vous avez l'entrée, il vous donne la sortie directeur. C'est clair? Il vous donne juste que ça, généralement. Et après, on passe à l'affichage. Maintenant, vous avez le V-mesure et vous voulez l'afficher. Comment on fait pour l'affichage? On n'a pas parlé de l'affichage. Maintenant, vous avez une tension. Comment afficher cette tension? Ça veut dire la convertir en quoi? En convertir déjà, la convertir de l'analogique au numérique. Parce qu'un signal que vous mesurez, c'est un signal analogique, que vous devez le convertir en signal numérique. Comment on fait la conversion de l'analogique vers le numérique? On utilise un convertisseur analogique numérique qui se base sur quel paramètre? Il fait quoi? Il fait trois choses, rappelez bien. Et c'est ce qui introduit certaines erreurs, qu'on les appelle des erreurs de quantification, si vous avez déjà entendu parler de ça. Erreurs de quantification. Toujours. Arrête de toujours. Quand est-ce qu'on aura l'erreur de quantification? Parce qu'il faut attendre le passage de l'appareil via un appareil numérique. Alors, c'est quoi le convertisseur analogique numérique? On a dit qu'il passe par trois étapes. La première, l'essentiel, il y a l'échantillonnage. Échantillonnage. C'est là on doit préciser une fréquence d'échantillonnage qui est une période d'échantillonnage. C'est pas sûr. Ou bien. Deuxième chose, c'est la quantification. Là. Et troisièmement, je ne sais pas comment on peut dire que c'est le codage ou bien la conversion, c'est elle-même. Alors, imaginons une chose. Imaginez que vous avez un signal alternatif comme ça. Soyez bien, s'il vous plaît. Une page qui est vide. Si vous comprenez ça, ben le reste, ça sera simple. Un signal analogique qui peut-être a de la mesure de la tension, que la marat atteint une valeur. C'est clair? Ou la résistance, parce que la valeur de résistance, ça dépend. On a un signal qui varie en fonction du temps. Comment convertir ce signal analogique en une suite de bits? 1, 0, 1, 0, 1, 0 et ainsi de suite. Pour que par la suite, on peut faire le codage vers l'afficheur 7 segments et ainsi de suite, vers l'affichage. Comment peut-on faire ça? Première chose, il faut faire l'échantillonnage. C'est quoi l'échantillonnage? Ça veut dire prendre des échantillons de signal. On ne va pas prendre tout le signal. À chaque fois, je vais dire peut-être à chaque TE, je vais prendre un échantillon. Voici le premier TE, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je prends cet échantillon. Je prends cet échantillon. Là, je vais prendre ça. On prend ça. Et on prend ça. On va s'arrêter ici. Le choix de ce TE, bien sûr, qui est égal à 1 sur FE. FE, il y a une règle à respecter toujours. Elle doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale de votre signe. On l'appelle la loi de Shannon, celle-là. Shannon, c'est qui? C'est lui qui a mis les bases de binaire. C'est clair? Ça s'appelle voilà, la loi de Shannon.
c'est un ingénieur. C'est lui qui a mis les bases du système binaire, de tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est clair? Claude Shannon, il s'appelle Claude Shannon. Bien. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, tu as des échantillons. Ce qui fait, on va uniquement se concentrer sur ces échantillons, sur ces échantillons. Et ça dépend de la fréquence maximale que la fréquence d'échantillonnage va être beaucoup plus grande ou bien beaucoup plus faible. Je vous donne un exemple. Par exemple, un signal audible. C'est quoi la fréquence d'échantillonnage d'un signal qu'on peut entendre? Parce que nous, on peut entendre quoi? Ou bien combien? De quelle fréquence à quelle fréquence? On peut entendre de 20 Hz à 20 kHz. إلا شرفنا شوية كتنقص. تكون هذيك لا بوند باسونت هذا كتنقص حتى ما كتبقى تسمع والو. C'est clair? Ce qui fait quelqu'un اللي كيسمع مزيان كيسمع من 20 Hz حتى ل 20 kHz. Souvent, on n'entend pas le tremblement de terre parce que c'est inférieur. C'est 8 Hz, c'est 10 Hz, et ainsi de suite. C'est hors la bande passante de nos oreilles. Alors, c'est quoi la fréquence maximale ici? Il y a 20 kHz. L'échantillonnage, ça doit être égal à combien la fréquence d'échantillonnage de ce signal? Minimum. 40 kHz. C'est pour cette raison, si vous faites peut-être MATLAB ou bien le traitement de signal audio et ainsi de suite, vous allez voir que par défaut, ils prennent 44 100 Hz pour le signal vocal. Pour rester au-delà de cette ligne. Bien sûr, on va faire exact. On va supérieur, mais non pas très supérieur. Ça ferait. Les radars, par exemple, ils ont des gigahertz. La fréquence d'échantillon, c'est 2 GHz et plus. Je n'ai 2 GHz. Il y a 2 milliards d'échantillons par seconde. Et qu'on a le signal. Ce qui fait c'est le système qui compte très complexe. C'est bon? Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais le suivant. On dit que cette amplitude, je vais le diviser. Sur combien vous le divisez? Ça dépend de votre, on va dire, précision. Imaginez que je divise ça sur 4. Cette amplitude, je la divise sur 4. Suivez bien. Pour faire 4, j'aurai besoin de combien de bits? 2 bits. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ainsi, cet échantillon, il tombe dans quelle plage? Alors, le premier échantillon, je vais l'envoyer comme étant 0, 0. Le deuxième échantillon, il va tomber aussi dans... C'est comme si vous dites quoi? Que le premier échantillon, son amplitude est égale au deuxième échantillon. Et ce n'est pas le cas, oui ou non? C'est incorrect. C'est pour cette raison. Mais, qu'est-ce que vous faites? Que le nombre des bits avec lesquels vous représentez votre échantillon sera beaucoup plus bas. Pas besoin d'un taux de transfert beaucoup plus important. Pas besoin d'une mémoire beaucoup plus grande. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est de quantifier sur plusieurs bits. Imaginons que je vais le convertir comme ça. Comment? 407 protéines. Je ne sais pas, ça dépend de la quantification de votre système. Regardez. Maintenant, je l'ai divisé sur combien? Sur 16, si vous comptez bien. Alors, comment faire 16? 2 à la puissance quoi qui vaut dans le 16? 4. 4. يعني هذه شحال خاصها تكون 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 لا شحال 0 1 0 0 c'est ça 0 1 0 1 on a غير les premiers 0 1 1 1 0 0 1 1 c'est bon ونبقاو غادي هذا فاش طاح دابا 0 0 1 0 le deuxième j'ai comme un 0 100 vous voyez ça il tombe où peut-être 0 101 et là ça tombe où 0 1 1 0 et c'est comme ça que je converse un signal analogique en signal numérique. Mais cela dépend de quoi? Ça dépend de quoi?
Combien de divisions vous avez fait? Parce que هنا l'erreur اللي غتكون عندي شنو هي؟ Il a un signal qui tombe ici jusqu'au ici, il va être considéré comme le même signal. Et c'est ça l'erreur de quantification. Pour la résoudre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut subdiviser davantage. Ça veut dire qu'on doit faire une quantification peut-être. Regardez, quantification de 16 bits. Si je fais une quantification de 16 bits, par exemple, c'est 2 à la puissance 16, c'est combien? Ça va être 1 kilo. Il y a l'idée 1024 de la puissance 6. Regarde, 65 000, ce qui fait l'amplitude, je la divise sur 65 000 fois. Ainsi, je prends, mais toujours j'aurai cette erreur de quoi? De quantification qui apparaît dans mon signe. Maintenant, vous avez cette suite de bits, tu peux par la suite l'afficher. Comment l'afficher? C'est très simple. C'est clair? Comment l'afficher? C'est très simple. Parce que convertir du binaire vers le décimal, c'est très simple. Par exemple, هذه شنو هي بالديسيمال؟ هذه c'est 4, هذه c'est 5. Comment? Là, le courant, qu'est-ce qui se passe? Le courant, ça se transforme en tension. La tension, tu calcules vers MS là. Que tu l'affiches aussi. N'importe quelle chose, ça se transforme en tension. Tu passes par tout ce processus de root mean square que tu l'affiches. C'est clair ici? Même la résistance elle-même, puisque c'est une constante. La résistance, elle ne change pas. Qu'est-ce que tu mesures par la résistance? Tu lui injectes un courant qui se transforme en une tension à la fin. Vous avez compris ici? C'est clair? Alors maintenant, vous avez une valeur en binaire. L'affichage, il est très simple. On fait quoi comment on fait l'affichage? Par un afficheur 7 segments via un décodeur. Vous avez fait ça? Ça va. Très bien. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais gardez en tête que la transformation convertisseur analogique numérique, ça va engendrer quoi? Beaucoup de pertes d'informations. شنو العكس؟ Là, l'analogique numérique, parce que tu passes par quoi? Par l'échantillonnage, tu passes par quoi? Parce que l'échantillonnage, il y a aussi quoi? Un problème de résolution de la fréquence. علاش ما تختاريش de la fréquence beaucoup plus grande, tarder plus d'échantillons. C'est clair? خديتي moins d'échantillons. Moins d'échantillons, c'est moins de précision. C'est clair? Là. C'est toujours meilleur de faire la conversion en numérique. Mais tu dois toujours prendre en considération quoi? La résolution de ton échantillonneur, l'erreur de quantification. On doit le prendre en considération. C'est clair? Mais c'est très minime. Et tu vas voir que les appareils numériques sont plus précis que les appareils analogiques. Toujours, ils sont plus précis que les appareils analogiques. D'accord? C'est clair cette conversion? Comment on fait? Maintenant, tu as les suites de bits que tu vas les injecter dans un décodeur pour faire l'affichage de ces segments. Je n'ai pas l'afficheur 7 segments. Parce que chaque segment, c'est quoi? C'est une diode. Chaque segment, c'est une diode. Et on passe de tout cela, d'accord, vers cet affichage. Ce que vous voyez ici. Ça, c'est un afficheur 7 segments. Ça, c'est 7 segments. Ça, c'est 7 segments. Et ça, c'est 7 segments. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce qu'on vient d'étudier. C'est clair? À l'intérieur, il y a tout ce qu'on vient d'étudier. Là, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Et après, on va voir comment déterminer la précision de ces instruments numériques. C'est clair? Très bien.